Bonjour à tous. On va laisser les derniers retardataires s'installer assez rapidement. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous demander d'arrêter de nous demander combien coûte une ligne de code. Alors, s'il vous plaît, hein, je ne vais pas vous obliger non plus à plus nous demander ça. Juste un rapide sondage dans la salle. Qui est développeur? Qui a une bonne majorité, ça devrait aller. Qui est pas du tout dans le digital? Connaît pas le digital? Ça va. Je devrais prêcher des convaincus, normalement. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Aurélie Guillaume, je suis développeuse web depuis plus d'une dizaine d'années et j'ai la double compétence de développer en tant que freelance, mais également au sein d'une société qui s'appelle Creads. Et Creads, c'est la première plateforme de contenu créatif en France. On peut produire du contenu pour des supports à usage éphémère, par exemple des posts Facebook, Instagram ou pour les réseaux sociaux, ou des campagnes pour du motion design, pour toute votre identité de marque. On peut vraiment réaliser tout type de contenu graphique. On est basé en région parisienne, on a une quarantaine de collaborateurs et une dizaine d'années d'expérience. Voilà pour mon contexte un petit peu professionnel du moment. Et maintenant, finalement, je vous demande d'arrêter de nous poser la question combien coûte une ligne de code, mais on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Donc, quelles sont les origines liées à cette question? Il faut savoir déjà que cette question, elle amène plusieurs unités de mesure en réponse. Spontanément, combien coûte une ligne de code? On attend un nombre en euros sonnant et trébuchant. Genre une ligne de code coûte X euros, Y euros. On peut également attendre une notion de temps. Cette ligne de code coûte tant de temps à produire. On peut également attendre une notion de points, si vous êtes en méthodologie agile ou en méthodologie Scrum, ou une notion de complexité. Donc finalement, combien coûte une ligne de code? Déjà, on peut répondre de plein de manières différentes, même si on va voir qu'encore une fois, il ne faut même pas essayer de répondre à cette question. On va essayer de se demander qui pose cette question. Donc la majorité des personnes qui posent cette question, a priori, ne sont pas présentes dans la salle. Ce sont des clients, et des clients qui ne connaissent plus ou moins rien au digital ou à nos métiers. Mais ça peut être également nous tous, au quotidien, dans cette salle. Par exemple, quand vous êtes développeur, il arrive régulièrement qu'entre nous, on se dise « Vous inquiétez pas, je vais coder la fonctionnalité de telle ou telle manière, ça ne va pas me coûter plus de temps. » Le coûter plus de temps dans cette phrase, finalement, ramène à la notion du coût unitaire de la production de cette ligne de code. Alors qu'on sait théoriquement qu'on ne doit pas demander combien coûte une ligne de code. C'est un abus de langage en fait. Pourquoi finalement on va se poser cette question? On va se poser cette question, donc les développeurs par un abus de langage c'est certain. Les personnes qui travaillent également dans le digital c'est très souvent aussi un abus de langage. Par contre les clients eux, c'est très rarement un abus de langage. Parce que pour eux finalement ils raisonnent un petit peu avec l'ancien monde, l'ancienne économie. On leur a toujours appris qu'un produit avait un prix, que c'était multipliable par une quantité, et donc si on prenait le coût d'un projet, qu'on le divisait par le nombre de quantités de lignes de code produites, théoriquement on pourrait arriver au coût unitaire d'une ligne de code. On sait tous que non, en fait, on peut pas raisonner comme ça, on ne peut pas faire ça exactement de cette manière-là. Et enfin, quand bien même, comment un client pourrait-il calculer ça? Je me défie n'importe qui dans cette salle de me dire que lorsqu'il a livré un projet, quel que soit le projet, il a donné le nombre total de lignes de code produites pour son projet. A priori, personne n'a déjà fourni cette information-là. Et quand bien même, je suis un client, je suis un petit peu aventureux, je vais essayer de trouver ce chiffre par moi-même. Très souvent, on m'a livré en fait, des fichiers compilés. Qui dit fichier compilé dit pas exactement le vrai nombre de lignes de code qui a été produit. Ou alors, je vais aller voir dans mon navigateur, je vais regarder le nombre de lignes de code qui s'affiche. C'est pareil, c'est pas exactement le nombre de lignes de code que les développeurs ont produit en fait. Donc finalement, on va essayer de voir ensemble quels sont tous les coûts cachés derrière la production d'une ligne de code. Donc c'est principalement des coûts humains. Donc il y a tous les coûts qui sont en amont de la conception finalement de cette ligne de code. Donc ça va être toute l'architecture, la conception. Le client il est venu vous voir, il vous dit j'ai besoin d'un site e-commerce. Ouais, ok, c'est bien, c'est un site e-commerce, mais donc il va falloir que quelqu'un dise qu'un site e-commerce, c'est défini avec un panier, c'est défini avec une zone utilisateur, des modes de livraison, des devises, toutes ces petites fonctionnalités qui constituent un site e-commerce, c'est du domaine de l'architecture et de la conception de les écrire finalement, de les rédiger en cahier des charges ou en story selon la méthodologie que vous utilisez, mais c'est eux qui vont dire on a besoin de toute cette liste de fonctionnalités pour arriver à faire le projet du client. Donc eux, on va déjà avoir un coût sur la ligne de code que l'on va produire. Il faut également savoir que la gestion de projet va avoir un coût sur la ligne de code qu'on va produire. On a défini toutes les fonctionnalités qu'on doit produire, mais si le chef de projet, lui, nous demande de produire des fonctionnalités qu'on a besoin tout à la fin, au tout début du projet, on va être obligé de reprendre le code qu'on a produit en amont parce qu'ils avaient oublié de nous dire qu'il fallait telle ou telle fonctionnalité, qu'elles n'ont pas été cadencées sur le bon rythme.
Et donc du coup, on va être obligé de reprendre le projet. Que si le chef de projet a bien théoriquement étalé toutes les fonctionnalités dans le bon ordre logique, on n'est pas obligé de reprendre notre code et donc on ne fait pas revarier encore une fois le coût de la ligne de code qu'on a produit. Il faut également savoir que le graphisme va avoir un impact sur la ligne de code qu'on a produit. Si vous avez un graphisme extrêmement simple, finalement il va être assez facilement traduisible en ligne de code. Par contre, si le contenu du graphisme est extrêmement détaillé, extrêmement précis, extrêmement complexe, il va falloir d'autant de lignes de code pour traduire ce graphisme complexe. On ne parle même pas de fonctionnalité métier, on parle juste de retranscrire un univers graphique qui a été fait par un designer. Et également, l'UX ou l'ergonomie peut avoir un impact sur la ligne de code. Si vous avez des contraintes d'accessibilité, d'internationalisation, toutes ces petites choses vont faire que la ligne de code que vous allez produire n'aura pas la même tête si vous avez, par exemple, une contrainte d'internationalisation. Il y a également d'autres métiers qui vont finalement faire varier la manière dont on va produire cette ligne de code en amont. On peut citer le SEO, on peut citer l'architecture, on peut citer l'infrastructure. Toutes ces choses-là vont déjà avoir un impact sur la ligne de code qu'on aura produit. Donc ça y est, on m'a donné la fonctionnalité à produire. Là, c'est moi derrière mon petit ordinateur, je suis en train de produire la fonctionnalité, la ligne de code qu'on m'a demandé. C'est cool. Et on voit que, en fait, en face de moi, il y a un autre développeur. Alors, il s'appelle Antoine, il travaille avec nous également. Et Antoine, en fait, et moi, il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, on ne code pas exactement de la même manière. Alors pourtant, on code le même projet, dans les mêmes technos, mais il faut en fait savoir qu'un développeur, il ne code pas exactement de la même manière. Donc les 3-4 prochaines slides sont des slides avec du code. Les non-développeurs de la salle, partez pas en courant. L'exemple a été fait en PHP, en franglais, le plus simple possible. On peut trouver à redire sur le code, mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse suivre. Donc je vais essayer de faire l'exercice de décrire la fonctionnalité. Est-ce qu'une personne est majeure ou non? Tout bêtement en PHP. Écrire la fonctionnalité, est-ce qu'une personne est majeure ou non? Là, je l'ai fait en 6 lignes de code. C'est finalement extrêmement simple, extrêmement basique. Je vérifie qu'une personne est majeure en prenant un âge en entrée et en vérifiant si c'est supérieur ou inférieur à 18 ans. Théoriquement, tout le monde peut le comprendre. C'est 6 lignes de code en PHP, c'est finalement une manière très classique de l'écrire. J'aurais pu très bien l'écrire comme ça. Donc là, ça a produit que 2 lignes de code. Et pourtant, ce code fait exactement la même chose que le code que vous avez vu dans l'exemple A. La différence avec entre l'exemple A et B, c'est que je mets en place une implémentation ternaire. Et l'implémentation ternaire, en fait, c'est une chose qui est spécifique au langage PHP. Tous les langages de programmation n'ont pas cette implémentation-là. Et donc là, en fait, la notation ternaire permet de dire si une condition est respectée, alors je suis telle valeur, sinon je suis telle autre valeur. Sauf que tout ça, ça s'écrit en une ligne, en fait. Donc ce que vous avez vu en plein de lignes dans l'exemple A est résumé en une seule ligne dans l'exemple B. Mais finalement, tout le monde n'est pas à l'aise avec cette notation ternaire. Si vous venez intervenir sur un projet en PHP, vous n'avez jamais fait de PHP de votre vie et que vous venez d'un langage qui n'a pas de notation ternaire, dites qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça fait, je ne comprends pas ce que ça fait là, en fait. Pareil, il faut savoir également que certains développeurs n'aiment pas cette notation. Moi, je suis une développeuse web, j'ai fait du PHP très souvent dans ma vie. J'aime pas cette notation-là. Je trouve pas ça très lisible, mais n'empêche que dans mon quotidien, je l'écris assez souvent parce que c'est ce qui se prête le mieux au code dans lequel je suis. Et enfin, l'exemple C, là, c'est l'exemple qui produit le plus de lignes de code. Il y a 9 lignes de code qui ont été produites. Et la différence avec les 2 exemples précédents, c'est que je me suis dit « Ah, mais la fonctionnalité, est-ce qu'on est majeur ou pas ? Je sens qu'on va la réutiliser dans le cadre de mon projet, donc je vais la mettre dans une fonction. » Donc c'est dans un petit peu une boîte à outils que je vais pouvoir réutiliser partout dans mon code. La dernière ligne de is majeur de l'âge permet juste de le réutiliser partout dans le projet. Donc si le chef de projet au début m'a dit « T'inquiète pas, cette fonctionnalité ne sert qu'à un endroit. Je peux l'écrire des 3 manières. » Par contre, s'il m'a dit « Attention, on a besoin de tester à 53 endroits que la personne est majeure ou non pour accéder à un contenu », il est très recommandé d'utiliser une fonction qui va permettre de vérifier ça un petit peu partout. Et finalement, à la fin du projet, on aura produit moins de lignes de code que le fait qu'on ait copié-collé, par exemple, l'exemple A. Et finalement, au sein d'une même journée, il faut savoir que y a déjà Antoine dans l'équipe. Bon, il y a d'autres développeurs dans notre équipe. Il y a moi-même. Moi-même, je suis en mesure d'écrire ces 3 exemples au sein d'une même journée. Antoine peut également écrire ces 3 exemples. Tous les autres développeurs de l'équipe peuvent écrire ces 3 exemples. En vrai, il y a une vingtaine de manières possible d'écrire telle ou telle fonctionnalité, selon la complexité ou selon la techno ou le moment finalement. Donc on n'écrit pas du code de la même manière, même si la demande initiale était exactement la même fonctionnalité.
Il faut également voir que, par exemple, en JavaScript et en CSS, donc c'est la dernière image où il y a du code, ne vous inquiétez pas, j'ai produit 4 lignes de code. Ça ne sert strictement à rien. Je vous fais juste coucou. Et puis j'affecte des valeurs à des variables. Ça, c'est le code que j'ai produit en développement. Et bien ce code-là, quand je vais le passer en production, il va ressembler à ça. Magiquement, tout est passé sur une ligne. Tout est passé sur une ligne, ça revient au principe d'offuscation ou de minification. Et c'est de dire que les espaces, les retours à la ligne, ils sont faits pour des humains, en fait. Et les humains, ils aiment bien avoir quelque chose de lisible à l'œil, dans lequel ils vont devoir intervenir. Donc quand un autre développeur va intervenir, il aime bien voir la version que j'ai produite en développement, parce qu'il s'y retrouve. Versus la version en bas, il va avoir un petit peu plus de mal. C'est aussi le fait de le rendre un peu moins lisible pour des personnes mal intentionnées, même si ce point est un petit peu discutable à mon sens. Et il y a également le fait que, du fait qu'un serveur, finalement, il n'a pas besoin de ses retours à la ligne, si on les enlève et qu'on met tous les fichiers ensemble, ça va permettre de charger beaucoup plus rapidement les fichiers. Et donc, qui dira plus rapidement les fichiers, finalement, dit ça va plus vite en production. Donc finalement, moi, mes 4 lignes de code que j'avais produites, on la retrouve où leur valeur? Est-ce qu'elle a été multipliée par 3? Est-ce qu'elle a été divisée par 3? Je vous laisse chacun vous faire votre opinion sur cette question. Donc ça y est, j'ai écrit ma ligne de code, mais en fait, j'ai pas fini totalement d'écrire mon code. Alors, comme vous le voyez sur la slide de Commit Strip, non, l'écriture des tests, c'est pas magique. J'espère qu'en 2018, tout le monde écrit des tests, mais c'est pas magique. Là, ma fonctionnalité de je suis majeur ou non, on va aller vérifier qu'elle marche bien dans tous les cas. Donc s'assurer qu'il n'y a pas de cassage, entre guillemets, par rapport à des fonctionnalités que d'autres copains pourraient avoir écrites entre-temps. Donc là, finalement, est-ce que je suis majeur ou pas? Je vais dire, est-ce que si j'ai 5 ans, je suis majeur ou pas? Quand j'ai 5 ans, je dois toujours être mineur. Quand j'ai 42 ans, je dois toujours être majeur. Quelle que soit l'intervention de code que d'autres personnes pourront faire sur mon développement, je devrais toujours m'assurer qu'une personne qui a 5 ans est mineure et une personne qui a 42 ans est majeure. C'est un petit peu la définition stricte de la fonctionnalité. Le but d'écrire des tests aussi simplement et aussi précisément. Ça, pareil, c'est des lignes de code que je vais produire dans le cadre de ma fonctionnalité. Mais celles-là, elles sont invisibles par le client. Le client, il n'a jamais entendu parler de test unitaire ou test fonctionnel. Et il ne connaît pas ces lignes de code que j'ai produites là. On peut lui expliquer vaguement un concept de maintenabilité de son projet, mais pour lui, c'est totalement abstrait. Donc est-ce qu'on doit prendre en compte les 20 lignes que j'ai écrites pour vérifier que ma fonctionnalité de 9 lignes, elle marche dans le temps? Encore une fois, je vous laisse vous faire votre idée à ce sujet. Donc là, ça y est, je produis ma ligne de code, j'ai vérifié qu'elle marchait tout le temps. Il faut savoir que pendant le processus de qualité, on peut également faire varier ma ligne de code. Notamment par les autres développeurs. Parce que, a priori, en 2018, tout le monde procède à une code review. La code review, pour ceux qui ne sont pas développeurs, c'est à chaque fois que moi j'ai produit une ligne de code, je vais demander à un autre développeur de l'équipe de vérifier la ligne de code que j'ai produite. Donc il va vérifier la syntaxe, il va vérifier surtout la logique et le comportement, l'implémentation, et il va vérifier que j'ai bien appliqué les bonnes pratiques liées au langage, la bonne manière finalement d'implémenter le projet. Si moi je n'étais pas au courant qu'on va utiliser la fonctionnalité des majeurs ou pas, lui il le sait, peut-être qu'il va me dire non mais utilise pas la version A, utilise la version C directement, on gagnera tous du temps pour le futur du projet par exemple. Mais donc ce retour va induire que moi je vais déjà reprendre le code que je viens de faire finalement. Et donc déjà le coût de production de cette ligne il va déjà être modifié. Il va également vérifier finalement que je respecte bien tout ce qui a été défini en amont du projet, donc toutes les guidelines, les conventions de nommage qu'on a pu mettre en place. C'est pareil, ces conventions de nommage, on s'est très souvent entendu en début du projet. Est-ce qu'elles doivent être valorisées? Est-ce qu'elles doivent être relatives à une techno? Tout ça, et elles n'apparaissent pas finalement dans la ligne de code que j'ai produite. Et pourtant, c'est ce qui va permettre aussi une bonne maintenabilité du projet. Les tests de qualité automatique. Imaginons, reprenons mon fichier, j'ai fait plein de sauts de ligne qui ne servent à rien, parce que j'ai pas fait attention et puis il fallait se dépêcher. On peut très bien avoir mis en place sur nos projets des outils de clean code, entre guillemets, ou de qualité automatique, qui vont s'assurer, par exemple, de virer toutes les lignes qui ne servent à rien dans le cadre du projet. Ça, pourtant, elles ont été comptées dans l'outil automatique que moi j'ai fait tourner pour savoir le nombre de lignes de code que j'ai produit. Et finalement, ce robot-là, il va les enlever. Alors que c'est moi qui ai donné de la valeur au robot pour lui demander de faire ce travail-là. Donc finalement, c'est un petit peu bizarre de reperdre de la valeur alors que je l'avais créé dans un autre sens. Et enfin, on peut aussi appliquer le pair programming. Et le pair programming, donc,
encore une fois pour les non-développeurs, c'est de dire, moi, on m'a demandé au lieu de dire Aurélie, code la fonctionnalité et tu majeure sur ton ordi, on va demander à Aurélie et Antoine de coder la fonctionnalité et tu majeure. Donc moi, je vais être derrière mon ordi, j'aurai le clavier et la souris, et Antoine, lui, sera juste sur la chaise à côté et viendra en relais pour m'aider à réfléchir à la fonctionnalité, et en fait, on va la construire tous les deux ensemble. On va raisonner à deux pour produire la ligne de code la plus adaptée à la fonctionnalité qu'on nous a demandé. Ça ne s'applique pas sur ce genre de fonctionnalité ou ce projet, on va dire, très simple. Mais c'est plutôt de dire la responsabilité de l'écriture de cette ligne de code, elle a été confiée à plusieurs développeurs simultanément. Pourtant, il n'y en a qu'un qui a son nom sur le commit, entre guillemets. Donc, est-ce que la valeur de ces deux développeurs a été divisée par 2 ? Est-ce que c'est x2 parce qu'il y a plusieurs développeurs qui ont passé du temps, plus le développeur potentiellement qui aurait fait la code review ? Encore une fois, je vous laisse vous faire votre idée. Il faut également savoir que le coût d'une ligne de code peut varier par rapport à l'assurance qualité, ou au chef de projet, ou au Scrum Master, ou au Product Owner qui vous a demandé ce développement. Pour la simple et bonne raison que c'est déjà lui qui va vérifier graphiquement le projet. On vous a donné une charte graphique, où la première du respect des cahiers des charges, ça va être de dire faut respecter la charte graphique. Donc si on vous avait mis un bouton en haut vert gros et qu'il n'y est pas, en fait on va même pas vérifier votre fonctionnalité, on va d'abord vous dire t'as pas mis le bouton en haut vert, c'est pas très bien, du coup ça marche pas. Et non, c'est pas exactement ça, c'est juste que j'avais oublié parce qu'il y avait des choses plus importantes à développer, mais c'est déjà le premier interlocuteur qui va vous faire des retours et qui n'est pas tech. Il va également recéter le projet. Donc là, ça va être de prendre le cahier des charges ou la story qui a été rédigée et de vérifier que tout fonctionne bien par rapport à ce qu'il a demandé. Donc là, réellement, le code métier qui vous a demandé sur cette fonctionnalité ou sur cette story. Il peut avoir des retours ou parce que vous avez oublié des cas, par exemple. C'est finalement la recette des cas limites qui va très souvent rentrer en compte. Moi, par exemple, on m'avait chargé juste de développer la fonctionnalité si une personne est majeure ou mineure. Mais Antoine, pendant le même sprint, on a très bien pu lui demander de s'assurer de faire un formulaire pour capter la date de naissance des personnes. À aucun moment, on a dit à Antoine, vérifie qu'il n'y a pas de test de chaîne de caractères dans la date de naissance. À aucun moment, moi, on m'a dit que j'aurais de manière certaine une date de naissance en chiffres. Et donc moi, je ne me suis pas assuré de mon côté qu'il y aurait des chaînes de caractères dans l'âge qui m'a été fourni, mais lui, il n'a pas non plus interdit qu'il y ait des chaînes de caractères soumises. Donc finalement, nos fonctionnalités indépendantes marchaient, mais on n'a pas pensé à mettre en commun nos cas limites. Et donc c'est à ce moment-là, très souvent au moment de la recette, qu'on va se rendre compte des cas limites entre les fonctionnalités. Et du coup, je vais devoir reprendre mon code pour dire si c'est Toto en année de naissance, il ne faut pas lever d'erreur, il ne faut pas cracher le site. Voilà. Donc il va falloir réécrire un test, pareil, pour vérifier que si on dit Toto, ça fait une erreur qui est gérée proprement. Et enfin, le client, finalement, c'est celui qui va probablement faire varier le plus votre ligne de code avant la mise en production, parce que c'est l'utilisateur réel du projet. C'est lui qui vous paye, indirectement ou directement, pour réaliser cette ligne de code, pour réaliser ce projet. Donc c'est bien souvent lui qui connaît les cas d'usage réels de ce pourquoi il vous a demandé de produire cette ligne de code. Il faut également savoir que c'est très souvent à ce moment-là, alors c'est surtout le cas pour des petits et des moyens projets, où le client il vous dit « Ah, vous êtes sûr ? Parce que moi, je ne l'avais pas exactement demandé comme ça. Vous êtes sûr que j'ai demandé ça ? Non, on a du mal à se comprendre, vous n'avez pas compris, hein, c'est de votre faute ou vos développeurs qui ont mal fait, hein, parce que moi, je ne voulais pas ça. » Donc souvent, c'est à ce moment-là où le développeur se transforme en pompier avec le chef de projet, où on s'arrange pour adapter un petit peu l'existant pour qu'il ressemble plus à ce que le client avait demandé, sans que ça nous mette 6 mois de délai dans la vue. Mais du coup, tout ça va encore une fois faire varier le coût de la ligne de code qu'on vient de produire. Ça y est, notre ligne de code, elle est finie. A priori, elle marche. Elle a couvert tous les cas limites. Il reste juste une étape, la passer en production. Donc la passer en production, très souvent, c'est du ressort de l'architecture de la conception, de voir en amont avec le client comment on va héberger tout ça, comment on va faire vivre cette ligne en production. Et très souvent, le client, il va vous dire « Oh non, mais vous inquiétez pas, je lance ma petite start-up, j'ai pas besoin de gros moyens pour le moment, je veux juste tester le business, donc j'ai besoin d'un petit serveur OVH mutualisé, tout va bien se passer, voilà. Je vous appelle dans 6 mois, 1 an, dès que je fais 1 million d'euros de CA, et puis on s'attaque réellement au sujet de l'hébergement et de l'infrastructure. » Donc vous mettez en production sur un petit serveur OVH mutualisé, et puis au hasard, disons qu'un dimanche soir, vers 22h, juste au hasard, vous avez un coup de fil de votre client qui vous dit « Ah, le site marche plus !»
effectivement, le site ne marche plus, parce qu'il vient d'être victime de l'effet capital. Effet capital théorisé maintenant depuis plus d'une dizaine d'années en France et détesté des développeurs, qui est de dire que le serveur n'a pas tenu la charge. Parce que tout le monde a ce petit réflexe très humain dans son canapé le dimanche soir devant Capital de dire « Oh, le produit, il a l'air bien. Oh, la société, elle a l'air bien. Je vais demander à Google de me montrer ce beau site internet de cette belle société. » Et puis très souvent, vous avez soit une page blanche, soit un site qui met extrêmement de temps à répondre. Donc s'il met extrêmement de temps à répondre, ça veut dire que ça a été anticipé. S'il met une page blanche ou une page d'erreur, ça veut dire que c'est le cas de notre client qui nous a dit un petit OVH mutualisé, ça ira très bien. Sauf qu'en 2018, il faut savoir que cet effet capital, en fait, il est très facilement annulable ou atténuable finalement. Parce que si dès le début du projet, on nous avait dit qu'il y avait potentiellement des montées en charge à prévoir, on aurait mis en place une architecture modulaire. Alors pour les non-techniciens de la salle, je vous demande pas de comprendre le détail de ce projet, de cette image. C'est simplement de retenir que la différence avec l'hébergement que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est que là on était en silo. Donc ma ligne de code, elle vivait sur un serveur, donc dans un petit silo, et il connectait lui-même à la base de données, à une écriture de fichiers. Là, la différence, c'est que vous voyez, il y a plein de silos finalement sur cette image. Et donc la manière dont je dois penser ma ligne de code et écrire mon code, c'est plus de dire est-ce que dans ce silo, la personne est bien inscrite dans ma base de données, la personne a bien uploadé ses images, la personne a bien le droit d'accéder à ce contenu. Ça va être de demander au silo d'à côté ou à 3 silos plus loin si la personne a le droit de faire l'action, si la personne, on peut stocker sa photo, si on peut aller vérifier son âge en base de données. Et c'est plus la même manière d'écrire son code, c'est plus la même manière de réfléchir son architecture et sa façon de développer. Et tout ça, c'est pensé en amont du projet, pas de problème. Par contre, si on vous demande de le mettre en place après coup, très souvent, ça se fait dans la douleur parce que, encore une fois, ça n'a pas été anticipé. Et donc, tout le code que vous avez produit, peut-être qu'il va falloir jeter une partie pour le rendre finalement modulaire et qu'il puisse communiquer avec l'extérieur. Donc là, ça y est. Alors, le petit effet waouh. Il n'y a pas de son. Donc là, on est content. On a livré en prod. Tout va bien. On peut faire une petite danse. Et oubliez très vite ce projet, parce que c'était quand même un petit peu douloureux. Et c'est sans compter sur un commercial qui va venir vous voir et qui va vous dire... C'est sans compter un chef de projet qui va vous dire « Tu sais, là, le projet là, qu'on vient de livrer, c'est cool, c'est fini. En fait, non, on vient de signer de la TMA sur ce projet pour 5 ans. Ouais, t'es content, hein, puisque c'est toi qui viens de faire le code. Non, je suis pas content. » Ou à l'inverse, ça peut être un commercial qui vient vous voir tout triomphant. Ouais, trop bien, on vient de signer un contrat, tu vas être hyper contente. On n'a pas du tout de code à refaire. Ouais, c'est cool, mais c'est quoi l'arnaque du coup ? C'est parce qu'en fait, on va maintenir du code qu'on n'a pas produit, qu'on a récupéré d'une boîte concurrente et qui a été développé il y a 5 ans. Ah oui, tu m'étonnes qu'ils veulent pas le maintenir. Oui, je comprends. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous êtes dans cet état-là, théoriquement, développeur. Ça va me permettre d'aborder le douloureux sujet de la dette technique ou du legacy code, comme on aime bien l'appeler. Donc, théoriquement, vous avez essayé de poser votre DEM, vous avez posé tous vos congés, vous êtes parti en courant en fonction de la manière dont vous voulez gérer ça. Mais plus sérieusement, la dette technique ou le legacy code, ça commence très souvent par ça. La correction de bugs. Donc on va vous dire, il faut corriger le ticket 415. Donc vous avez commencé à essayer de corriger le ticket 415. Et puis très souvent, en fait, vous allez allumer 3 tickets, vous ne le savez pas. Votre chef de projet ne le sait pas, puis c'est très souvent le client qui le découvre en production, qui dit je ne peux plus rien ajouter au panier, ou on ne peut plus gérer des devises, parce que vous avez demandé juste de corriger un affichage, pas tout l'affichage du site des devises. Encore une fois, le code coverage, par exemple, va permettre d'éviter certaines régressions. Mais comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, il y a du code coverage qui n'est pas fait entre certaines fonctionnalités. Et à chaque fois qu'on va corriger un bug, on ne sait pas du tout quelles sont les implications qu'il peut y avoir avec le code qui a été fait par le voisin, avec le code qui est en train d'être corrigé par un autre développeur en ce moment même. On ne sait pas dans quoi on s'embarque, globalement. Faut le savoir. C'est pas de notre faute, hein. On essaye vraiment de savoir ce dans quoi on s'embarque, mais c'est rarement le cas. Puis il faut également savoir que le code, c'est un peu un objet vivant. C'est un petit peu sa vie propre. Et ça a une évolution personnelle au fil du temps et des années. Donc là, on peut voir tout en haut, c'est le petit chaton, il est mignon. C'est la fonctionnalité de je suis majeur ou pas que j'ai produite tout à l'heure. Elle est belle, elle fait sa vie en production.
Et puis déjà, il y a un collègue qui m'a dit que j'avais oublié de gérer le cas test si on mettait des chaînes de caractères, donc j'ai été obligé de lui grignoter l'oreille. Parce qu'on avait une deadline et il fallait vite le faire. Puis je suis partie en vacances, et puis d'autres développeurs sont intervenus. Et puis à la fin, le petit chaton, finalement, il ressemble au monstre qu'on appelle dans la société dans laquelle je travaille, c'est le monstre de la base. Je mets au défi quiconque dans la salle qui n'avait pas vu l'image du petit chaton de reconnaître que c'était un petit chaton de base. Hein. Théoriquement, personne ne peut le reconnaître. Et malheureusement, beaucoup de projets sur lesquels on est amené à travailler évoluent comme ça. On ne peut pas y faire grand-chose, même si on a essayé de se blinder en termes de qualité, en termes de test coverage, en termes de techno assez moderne. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le code doit évoluer très facilement ou avec des intervenants qui ne sont pas habitués. Et c'est juste qu'en fonction des projets, la vitesse à laquelle le monstre de la base va arriver va varier finalement. Mais on va tous y arriver. Et très souvent, on ne peut pas refaire que le monstre de la base il devienne un petit chaton. Souvent, on se dit, bon, là, on ne peut plus. Donc, on va commencer à tirer un petit peu la queue du petit chaton, qui est le monstre de la base en bas, pour refaire un beau petit chaton tout beau, tout propre, et puis ainsi de suite. On peut rarement sauver des projets qui sont dans cet état-là. Il faut également savoir que le niveau ou la qualité du développeur qui doit intervenir peut avoir un effet sur le coût de la ligne de code qu'on a déjà produit. Parce qu'il nous arrive régulièrement d'être dans cet état-là quand on doit intervenir sur du code. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je suis là, moi je voulais faire boulanger ou éleveur de chèvres dans le Larzac, je ne sais pas. On arrive régulièrement dans cet état-là parce qu'on nous demande d'intervenir dans des projets où on ne connaît pas la techno. T'es développeur, c'est facile, c'est bon, tu sais faire. Non, il y a des concepts de techno, d'appropriation, il y a une histoire du métier aussi. Vous connaissez le métier, c'est peut-être un peu plus simple d'intervenir. Et il faut également savoir que chaque techno a, encore une fois, ses notations propriétaires, ses philosophies, ses bonnes pratiques. Et par exemple, dans le cas du ternaire de tout à l'heure, si votre développeur ne connaît pas le PHP, il n'a jamais vu de ternaire de sa vie, il va passer un petit quart d'heure ou une heure ou je ne sais combien de temps à comprendre déjà, mais pourquoi c'est écrit comme ça, je ne comprends rien. Et puis comme je vous l'ai aussi montré, c'est qu'à chaque fois qu'un développeur va intervenir à un endroit, on va très souvent avoir la fâcheuse tendance à vouloir corriger le code un petit peu au-dessus, ou le code un petit peu en dessous qui est un petit peu moche quand même, donc on va corriger ça. Et donc petit à petit, ça donne du code qui est assez illisible, assez immaintenable, et peut vraiment avoir des variations finalement de maintenabilité à chaque intervention d'un dev. Donc chaque intervention d'un dev de correction de bug va avoir un impact réel sur la maintenabilité du projet derrière. Même si on se dit qu'on va essayer de refactor pour faire du code un peu plus propre, ça a toujours un impact assez sérieux à la fin finalement de la vie de la ligne de code. Et puis enfin, la date du legacy code va également faire varier le coût. Moi, personnellement, je préfère qu'on me demande d'intervenir sur un projet qui a été développé il y a 6 mois, que je n'ai pas développé, dont je ne connais strictement rien, que de maintenir mon propre code que j'ai produit moi-même il y a 5 ans, et dont je connais parfaitement le métier. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, c'est plus simple d'intervenir sur son code. Encore une fois, non. Parce que le code qu'il y a 6 mois, je ne connais pas le métier, c'est pas très grave, mais je connais la techno, je connais potentiellement l'équipe qui est intervenue dedans, et puis dans tous les cas, même si je ne connais pas tout ça, je suis assez proche finalement de la philosophie que le développeur a voulu mettre en place au moment où il a codé cette fonctionnalité. Il y a a priori peu de personnes qui sont intervenues déjà dessus. Donc je vais assez vite comprendre et me repérer dans ce qu'il a voulu mettre en place. Par contre, le code que j'ai codé moi-même il y a 5 ans, déjà il y a 5 ans, j'étais peut-être moins bonne développeuse, ou les pratiques du langage que j'ai utilisé ont changé. On ne faisait pas du PHP de la même manière il y a 5 ans que maintenant, par exemple. J'ai également, je travaille dans une équipe, je travaille dans des projets où d'autres personnes interviennent, et je ne sais pas combien de développeurs sont intervenus. Il y en a peut-être qu'un, peut-être. Il y en a très probablement des dizaines, voire des centaines qui sont intervenus. Et donc la philosophie que j'avais voulu mettre dans ce code-là, même si ce n'était pas forcément du code très propre, elle n'est plus là. Hein. C'est la philosophie du code spaghetti. En fait, chacun a voulu mettre un petit peu son grain, sa petite sauce. Donc vous avez de la carbonara, de la bolognaise, dans des pâtes au saumon, par exemple. C'est finalement cette notion de code spaghetti qu'on déteste très fortement dans le développement, qui est représentée par la date du legacy. Et je suis tombée sur 2 statistiques assez intéressantes en préparant cette conférence. C'est de l'éditeur Cast. Alors, elle commence à être assez ancienne, mais je trouvais intéressant de vous en parler. Chaque ligne de code dans laquelle on doit intervenir pour une dette technique vaut 3,61 $. Donc là, on ne parle même pas du coût de production d'une ligne de code. Votre ligne de code, elle existe déjà, elle est déjà en production depuis un jour ou depuis 100 ans.
elle vaut 3,61 $. Vous avez payé 3,61 $, théoriquement minimum, pour qu'un dev intervienne dessus. Et ça monte même à 5,42 $ dans le cadre du Java. Pourquoi le Java est plus cher? Faudra leur demander, mais j'ai trouvé ça assez intéressant de le souligner. Donc là, ça y est. On a produit notre ligne de code, mais il faut savoir que notre ligne de code peut aussi avoir des impacts business inattendus. Ah ben on n'est pas dans la merde. Là, on va arrêter de se dire qu'on est des professionnels de la tech, on va se dire qu'on est un client, qu'on a juste demandé un petit site web, machin. Et je vais vous donner quelques cas concrets de l'impact qu'une mauvaise ligne de code ou qu'une ligne de code non voulue peut avoir sur son business. Donc je suis un gros site e-commerce français, et un matin, je découvre avec stupeur qu'on a vendu des centaines d'iPhone X à 1 € pendant la nuit. Alors c'était une bonne affaire, hein. Mais du coup, bien sûr, on découvre assez vite quel est le problème. C'est une faille dans le panier qui permet de changer le prix des produits à 1 €. Voilà. Donc bon, quels sont les impacts sur ma société directement, là, dès le départ? J'ai un coup en image, en fait. On est en 2018, tout le monde a communiqué sur les réseaux sociaux cette faille pour que les copains ils puissent acheter des iPhone X. Et puis Madame Michu aussi, elle est passée sur les réseaux sociaux, mais elle a vu qu'elle voulait acheter un ordinateur chez nous. Elle dit « mais ma carte bleue, est-ce qu'elle va être bien sécurisée? Parce qu'ils ont des failles de sécurité. » Pour elle, traduit ça comme une faille de sécurité. Encore une fois, on n'est pas responsable du niveau de Madame Michu, mais ça peut avoir un coût en image. Mais du coup, ce coût en image, il va falloir le corréler finalement à la perte de CA. Est-ce qu'on décide d'honorer ces commandes d'iPhone X à 1 € ou est-ce qu'on se dit c'est pas très grave, ces gens-là iront encore râler sur les réseaux sociaux et puis tant pis. C'est un risque que vous allez devoir discuter avec votre marketing ou votre service communication. Mais dans tous les cas, quelle que soit votre décision, il faudra du développement en urgence pour sécuriser la faille, pour permettre plus qu'on change les prix des produits dans le panier quand même. Autre cas d'usage, donc là je suis un client, j'ai demandé la réalisation d'un site WordPress il y a 6 mois, 1 an, tout simple. Et la particularité de mon business, c'est que mon site WordPress ne me sert qu'à collecter des emails entrants via un formulaire de contact. Je fais rien du tout dessus, simplement je collecte des leads et ensuite je fais mon business offline. Et un jour, encore une fois, un de mes copains m'appelle et me dit « y a des filles un petit peu dénudées sur ton site internet, tu t'es reconverti ?» Non, encore une fois, non, il ne s'est pas reconverti, hein, c'est juste qu'il a été victime, alors pas d'une faille de sécurité WordPress, on va dire que ce serait trop simple, parce qu'on avait quand même activé la fonctionnalité des mises à jour automatiques, on est sympa hein, quand même, notre équipe de dev, mais en fait, il a été victime d'une faille de sécurité d'un des plugins, parce que lui, il s'était dit que c'était bizarre que ce soit activé, donc il l'a désactivé. Voilà. Donc finalement, ça peut déjà, dès le départ, mettre en péril sa société, parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps c'était présent. On ne sait pas combien de clients ou de prospects potentiels il a perdu parce que son business est offline finalement, donc son site ne lui sert qu'à communiquer. Et puis dans tous les cas, il aura du développement en urgence à demander. Et enfin, je peux produire cette ligne de code. Alors les techs de la salle vont déjà ricaner, les non-techs de la salle, la production de cette ligne de code, ça fait ça. Adieu le serveur de production, ou le serveur de dev en local. Donc là, j'ai voulu produire une ligne de code totalement involontaire, très probablement une ligne de code que je voulais utiliser uniquement dans le cadre de ma dev. Parce qu'en dev, on vire très souvent le cache, les logs, des choses comme ça, mais j'étais un peu fatigué, et puis au lieu de mettre juste mon lien du cache, j'ai mis étoile, parce que je me suis dit que ça irait plus vite. Et puis au lieu de le faire en dev, je l'ai fait en prod. Donc j'ai effacé l'intégralité du serveur de prod, juste avec cette commande. D'ailleurs, à ce sujet de ce petit écart, je vous invite très fortement à aller voir la conférence d'Agnès qui aura lieu demain dans cette même salle, qui va vous parler de tempêtes de boulettes géantes. Et elle va vous donner plein d'exemples comme ça de petites boulettes que vous pourrez éviter de faire en production et à cause de lignes de code qu'on n'a pas bien produit. Et finalement, le coût de la techno peut enfin faire varier le coût d'une ligne de code qu'on va produire. Parce que chaque techno a son coût d'exploitation. Alors en 2018, il est facile de trouver un développeur .NET, un développeur Go, un développeur React, un développeur... Prenez toutes les technos à la mode, c'est facile d'en trouver un. Par contre, si on vous demande d'intervenir sur... Vous trouvez un développeur en Cobalt, en ActionScript, en AS400, prenez toutes les vieilles technos obscures qu'on a pu vous apprendre à la fac si vous êtes un petit peu âgé. Ça, c'est compliqué de trouver un développeur actif, on va dire, sur ces technos-là.
Puis du coup, qui dit développeur un petit peu compliqué à trouver, dit probablement développeur plus cher. Et puis qui dit développeur plus cher, dit probablement on va pas en payer plusieurs pour vérifier que l'un a bien produit du code de qualité, quoi. C'est juste un projet qu'on doit maintenir et un intranet obscur, et voilà. Mais donc tout ça va avoir un impact sur l'intervention et la ligne de code qui a été produite en amont, et donc son coût par définition. Il faut également savoir que les technopropriétaires vont avoir un impact sur le coût de la ligne de code. Là, on ne va pas se dire que c'est plus cher de trouver un développeur .NET qu'un développeur PHP. Sur le coût de recrutement ou de mise en place de l'équipe, non. Par contre, ce développeur .NET, lui, avant même la production d'une seule et unique ligne de code, il va falloir qu'on lui ait trouvé un serveur de JS, donc un serveur Microsoft, avec probablement des licences de base de données Microsoft, donc de SQL Server ou d'Oracle, ou choisissez votre techno. Mais tout ça, avant même la production d'une seule et unique ligne de code appliquée à votre projet, ben finalement, il vous aura déjà coûté des sous pour la mise en place de sa stack. Alors qu'a priori, un développeur open source, il n'a pas ce problème. Et puis, finalement, la liberté du choix de la techno va également avoir un impact sur le coût de la ligne de code. Si, par exemple, l'architecture et la conception vous a dit pour la réalisation du site e-commerce, nous préconisons telle techno, telle mise en place, tel serveur, tel techno-front, tel techno-back. Très bien. Mais votre équipe de développement, c'est souvent le cas dans les SS2I, elle n'est pas forcément à l'aise dans cette techno-là. Elle la connaît peut-être même pas du tout, en fait. Donc vous allez demander à des développeurs qui ne connaissent pas la techno de réaliser le projet. Très probablement, ils vont vite monter en compétences dessus, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, du coup, la qualité du code qu'il va produire, on va peut-être pas partir d'un chaton tout beau, tout propre. On va peut-être partir d'un chaton déjà un petit peu amoché. Et puis même, ça peut être aussi le client, en fait, indirectement, qui vous dit « J'ai besoin d'une application qui marche que sur mon iPhone ». Ouais, ok. Donc en fait, on n'a pas un choix énorme, quoi. Sinon, on était spécialiste Android, on est un peu mal barré, quoi. Donc, encore une fois, ça va être des choix qui ne dépendent pas des développeurs, sur lesquels vous n'avez pas la main, mais qui vont s'imposer à vous et qui vont faire mécaniquement varier le coût de la ligne de code qui a été produit. Et puis l'open source, très souvent maintenant dans les projets, il y a quasiment systématiquement une demande avec une page, il faut un uploader, il faut un slider, tout ça. Puis les développeurs, on est un peu feignants, c'est un peu une des marques de fabrique de notre métier. Donc on se dit, on va pas réinventer un uploader, un slider, on va prendre des libs qui existent déjà. Donc on va aller sur GitHub, on va récupérer tel ou tel lib, on va l'installer. Mais toutes ces lignes de code qu'on va récupérer juste en clonant le répertoire, elles ont été produites par quelqu'un. Ce quelqu'un, a priori, il l'a fait en open source. Donc finalement, est-ce que ce travail doit être compté dans nos lignes de code à nous qu'on a produites ou dans les lignes de code que lui a produites? Mais par définition, c'est de l'open source, c'est moins valorisé. Donc encore une fois, je vous laisse réfléchir à cette question. Et il faut également savoir que... je m'y perds un peu. Que l'implémentation peut avoir finalement un coût sur la ligne de code qu'on va produire. Il y a 3 grandes manières d'implémenter un projet, même si on pourrait argumenter, il y en a plusieurs, il y a des sous-manières et l'un n'empêche pas l'autre. Mais il y a la manière, on va dire, from scratch. From scratch, ça veut dire que l'intégralité des fonctionnalités qui ont été demandées dans le cadre de votre cahier des charges ou dans le cadre de votre story va être développée par votre équipe de développeurs. 100%, alors peut-être pas l'uploader ou le slider comme je le disais, mais 100% du cœur du métier de votre client va être développé par votre équipe technique. C'est probablement la manière d'implémenter qui va produire le moins de nombre de lignes de code. À la différence d'une implémentation via un CMS. Donc en CMS, il y a les plus connus, de WordPress, de Joomla, de Drupal. Il y en a également pléthore actuellement, qui sont même spécialisés certains pour certains types de business. Et la différence avec un CMS, c'est que le CMS, dès le départ, vous avez finalement un site un petit peu utilisable. Et vous allez avoir, dès le départ, une gestion des utilisateurs, un back-office, un uploader d'images, des catégories, une arborescence de site. Vous avez déjà un truc où vous pouvez limite montrer WordPress de base au client et ça existe déjà finalement. Mais quand vous allez sur le site officiel de WordPress, que vous cliquez sur télécharger, ben vous avez déjà 1 500 000 lignes de code. Vous avez juste cliqué sur télécharger sur le site officiel de WordPress. Vous n'avez rien fait d'autre. Vous n'avez pas produit de ligne de code, vous avez peut-être configuré juste votre base de données en local et votre localhost, mais c'est tout. Et puis vous pouvez également décider de l'implémenter via un framework. Alors moi je bosse principalement en PHP, donc je vous ai mis Symfony, il y a Zen, il y a Rails pour le Ruby.
Et la différence entre une implémentation entre un CMS et un framework, c'est que le CMS, on avait déjà quelque chose qui était montrable finalement au client. Par contre, un framework, on va mettre à disposition une bibliothèque d'outils, une bibliothèque de fonctionnalités que le développeur va pouvoir piocher dedans pour aller beaucoup plus rapidement construire une base de données pour des utilisateurs, de la sécurité, un back-office, de la gestion de devises, internationalisation. Tout ça, ce sera directement beaucoup plus facilement implémentable pour le cas métier du client. Et pareil, je fais le même exercice, je vais sur le site officiel de Symfony. Et pareil, on a quasiment 1 500 000 lignes de code qui sont déjà là. Alors que la différence, c'est que Symfony, vous lancez Symfony en local, vous n'avez pas de titre setup, vous n'avez pas d'administration, pas de back-office, rien du tout. Vous avez juste une petite toolbar en bas qui vous dit que vous êtes en environnement de debug. Mais ce n'est pas montrable au client. Donc finalement, où est la valeur que le développeur va produire en termes de lignes de code pour votre client, pour votre projet? Les 3 implémentations, vous voyez que dans les 2 dernières, il y avait déjà 1 500 000 lignes de code qui ont été produites, alors que dans la première, c'est vraiment au cas par cas qu'on va produire cette ligne de code. Donc finalement, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence, donc déjà c'est non, il n'y a pas de réponse à combien coûte une ligne de code. On ne peut pas chiffrer combien coûte une ligne de code. Le fait même de raisonner en termes d'équation pour une ligne de code est aberrant et ne devrait pas exister. Notre métier ne peut pas être traduisible en équation. On ne peut pas dire un nombre de lignes de code divisé par le prix du développement qui a été vendu sur le devis de base, ça fait le coût de la ligne de code. On ne peut pas raisonner comme ça. Et j'espère que je vous ai convaincu et je vous ai donné des arguments pour ne plus raisonner comme ça si certains le faisaient. J'espère pas. On va essayer de raisonner finalement plus en termes de coût, puisque le client, très souvent, lui, il voit le développement comme un coût. Il dit, les développeurs, non mais c'est là pour pisser du code, mettez-moi ça le moins cher possible, sous-traitez ça en Inde et puis ça ira bien. Non, il faut essayer d'expliquer et de convertir les clients à raisonner en termes de valeur. Un développeur, c'est un métier support. Quand on revient à sa définition la plus pure, c'est de produire du code pour servir les intérêts d'un produit ou d'un service dans le but qu'il se développe et qu'il prenne plus de valeur lui-même. Donc finalement, les développeurs, on n'est pas un coût. Il faut vraiment ôter cette idée-là finalement de la tête des clients. Et quand on leur dit ça coûte plus cher ou ça coûte le if que tu nous demandes de rajouter, c'est pas juste un if et on veut vraiment le faire différemment. Il faut qu'ils arrêtent de raisonner en coût, mais plutôt en termes de valeur. Et finalement, il est de notre responsabilité de tous, que vous soyez développeur ou pas, d'évangéliser sur tout ce qui est caché. Encore une fois, on n'est pas juste là à produire du code, à pisser du code. On veut le produire vraiment de la manière la plus adaptée au projet pour que les copains ne galèrent pas à le maintenir quand moi je serai partie de la boîte ou quand je serai en vacances. Et à l'inverse, que ça permette de rapporter assez facilement du business ou assez facilement des fonctionnalités supplémentaires par la suite. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour ton intervention. Du coup, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, est-ce que tu penses que demander des chiffrages et des délais de réalisation pour des fonctionnalités particulières à un développeur, ça a du sens ? Alors, c'est... Je sais pas si il marche, ouais. C'est tout le débat ou un petit peu la tendance du moment du no estimate. J'en ai volontairement pas parlé dans cette conférence. Je suis partagée. À titre personnel, je suis vraiment partagée. Je peux comprendre cette philosophie de dire... donc le no estimate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de dire on ne connaît pas le projet, on ne connaît pas la fonctionnalité qu'on va développer, on ne connaît pas forcément la techno, donc je ne peux pas dire, parce que je n'ai jamais fait ça, je ne peux pas dire combien elle coûte et comment faire. Moi je suis un peu partagée parce qu'on peut toujours raisonner dans certaines fonctionnalités, dans certaines complexités en tout cas, donc on peut toujours donner une idée, même si je suis aussi d'accord sur la partie avant même de demander tout ça, il faut donner du temps de conception, de réalisation et d'étude de ces technos ou de ces projets pour l'implémenter. Je suis un petit peu partagée finalement. Mais dans le cadre de projet, je peux comprendre que un commercial ou un chef de projet ait besoin d'une estimation globale. Mais clairement, je comprends aussi quand moi on me demande d'estimer un truc dont je ne connais pas la techno, je ne connais pas l'API, je ne sais même pas si on va pouvoir s'y connecter facilement, de dire ça va me prendre 3 jours et 3 jours et c'est 5 points. C'est plus difficile.
Du coup, je vais pousser la question un peu plus loin. Comment vous faites oui, parce que moi, j'ai été développeur et du coup, je suis maintenant chef de projet, donc je suis confronté à ça. Comment vous faites aujourd'hui pour donner comme une estimation? Parce qu'il faut bien voter les budgets, c'est des process qui sont assez longs de décider de partir dans un projet. Et moi et les gens au-dessus de moi, on doit estimer et on s'appuie sur vous. Donc, comment vous faites aujourd'hui? Dans la société dans laquelle je suis, très concrètement, on a plusieurs étapes en fait pour éviter d'arriver dans ce schéma-là. En fait, on a déjà une roadmap qui est validée tous les 6 mois, qui est validée par un aspect technique. Donc notre CTO prend déjà tous les sujets et les débroussaille philosophiquement, on va dire. Est-ce qu'on peut se connecter facilement à tel ou tel tiers? Est-ce qu'on peut lui envoyer notre donnée ou vaut mieux la garder? Tous ces domaines philosophiques. Et ensuite, pour chacun des chantiers qui peuvent prendre de 1 semaine à 3 mois, on va avoir des chores, ce qu'on met en chore, parce qu'on est en méthodologie Scrum, de 1 jour, 3 jours, N temps, qui vont précéder la réalisation des specs du chantier et de l'estimation de l'équipe, qui va débroussailler tous les loups techniques, soit liés à la techno, soit à l'implémentation de la fonctionnalité. Ce qui fait que quand on arrive vraiment au moment de l'estimation, mais le développeur qui a été en charge de prendre cette chore et de regarder un petit peu les loups, il peut nous dire alors là on va galérer parce qu'il y a une API mais il n'y a pas de doc. Là, on est obligé de changer de techno, on va être obligé de faire du Node plutôt que notre API en PHP. Et tout ça a déjà été débroussaillé. Donc finalement, on ne peut pas donner une estimation simple, on donne vraiment une estimation très large au début, et c'est au fil du temps où elle devient plus simple. C'est pour ça qu'on est un petit peu partagé, en tout cas dans l'équipe dans laquelle je suis, sur le no estimate. Ok, mais alors, quand vous faites l'estimation, même au doigt mouillé, de manière large, ça, vous le faites comment? C'est par rapport à ce que vous avez fait avant? Vous dites, OK, là-dessus, il y a entre X... Ça se fait uniquement au niveau de notre CTO, en fait. C'est lui qui, du coup, à son temps, en fait, ne développe plus dans l'équipe et a tout le temps qu'il veut, entre guillemets, pour faire de la recherche et pousser les investigations pour lever tous les loups qu'on pourrait, nous, spontanément déjà lever. Par rapport à ce qu'on a déjà fait aussi dans l'équipe, effectivement. Pour ceux qui veulent également approfondir le sujet, je serai également de 15 à 16 dans le salon des conférenciers. S'il y en a qui ont peur de parler en public, je le comprends aussi tout à fait. Merci. Du coup, petite question par rapport à justement cette personne qui est là pour chiffrer, pour évaluer, on va dire plutôt, les différents problématiques que vous pouvez rencontrer. Tout ça, ça a un coût. Ce coût de recherche, d'analyse, en fait, vous le répercutez comment? C'est par rapport au projet ou ça a été budgété de manière globale et c'est absorbé après? En fait, au tout début, donc à l'étape de roadmap, on ne prend pas en compte déjà ce travail en amont qui a pu être de débroussaillage, puisque c'est des responsabilités dans la société dans laquelle je suis. On a décidé que le CTO avait un peu carte blanche ou quartier libre pour rechercher et un petit peu nous insuffler les bonnes technos et les bonnes pratiques. Donc tout le temps de recherche en amont de la roadmap n'est pas compté. Par contre, au moment où c'est décidé dans la roadmap, son temps est lui-même pris en compte par rapport à ça, plus le temps que les développeurs vont passer. Ça a déjà été pondéré, entre guillemets, il y a eu un coefficient multiplicateur de dire, par rapport à la complexité qu'on a pu estimer de ça, on connaît encore pas telle ou telle partie d'inconnu, donc on applique un coefficient multiplicateur à la fourchette qu'on peut avoir à la louche et qui va à chaque fois se réduire tous les 2 mois à peu près en fonction des investigations qu'on aura pu faire sur les points qu'on ne connaît pas. Mais c'est pris en compte, ouais. Ok, mais du coup, si on part sur un no-go, ça tombe après dans les... c'est au moment de la roadmap, théoriquement, on ne part plus sur des no-go. En fait, c'est tout ce qui a été en amont qui n'a pas été retenu pour la roadmap qui est déjà en no-go finalement et ce qui est un petit peu dans les recherches R&D de tout ce qui est fait par notre CTO. Ok, merci. Et du coup, si une tâche ou n'importe quoi, une fonctionnalité prend 3 fois plus de temps que prévu, comment vous gérez ça? Alors là, moi j'ai la chance d'être dans une équipe qui est extrêmement à l'écoute. Et donc tous les matins en stand-up, on me dit où on en est. Et très vite, on peut assez facilement alerter de je suis vraiment sous l'eau, je comprends vraiment pas, ou les fonctionnalités de l'API que je vais implémenter permettent vraiment pas de faire ça. Et donc soit on le voit avec les demandeurs directement pour adapter le scope de la fonctionnalité. Parfois, on change carrément de techno, mais très souvent, on réestime après coup, par exemple, une story qu'on a pu faire. Si on l'avait estimé à 2, par exemple, là, c'est arrivé le cas dernièrement d'une story d'un collègue qui était à 3. C'est devenu un 13, mais un 13 très, très marqué.
il a dû la faire parce qu'il était déjà lancé dedans, mais ça va pas poser de problème d'expliquer aux demandeurs, donc d'abord à notre product owner, puis ensuite aux demandeurs, que dans le cadre de la qualité, de l'implémentation et de la volonté technique de maintenabilité de ce que voulait en business, ils ont assez facilement compris que on est passé d'un 2 à un 13, même si le temps global du projet s'est rattrapé peut-être sur 2-3 autres fonctionnalités qu'on avait peut-être un peu chiffrées un peu trop fort. Mais on a la chance d'avoir une équipe à l'écoute, donc ça aide un petit peu. Bonjour. Est-ce que la solution, c'est pas la régie? Nous, on fait ça assez souvent. En gros, le prix d'un dev est payé à la journée de travail, quoi. Alors c'est plus simple quand on est en TMA de dire corriger tel ou tel bug ou rajouter telle ou telle fonctionnalité. C'est plus simple de dire l'équipe, ça nous a pris réellement tant de temps. Quand on a vendu un projet en amont et qu'on s'est engagé pour le livrer dans tel temps, très souvent on ne peut pas changer la deadline et on ne peut pas changer le prix puisque le client s'est déjà engagé sur un prix à N milliers d'euros, à N temps de développement. Donc c'est difficile en amont du projet de le faire changer. C'est peut-être ça le problème, c'est de vendre... Effectivement, c'est un problème. Et ça, c'est encore un autre sujet. Et ça, il faudrait peut-être voir des tracks de marketing et de commercial pour ce sujet-là. Nous, on est finalement, encore une fois, une fonction support. On doit beaucoup, très souvent, sauver des pots cassés de choses qui n'ont pas été anticipées, mal vendues ou mal estimées. Oui, il y a du temps. Du coup, voilà. Ma question, c'est la vision projet au produit. Est-ce qu'il ne faudrait pas, nous, développeurs, enfin, je ne suis plus trop développeur, mais bon, quand même, nous, développeurs, pousser aux autres intervenants, aux demandeurs, en fait, de voir un logiciel comme un produit et non plus un projet. Ce qui ferait beaucoup moins de legacy code et de refonte tous les 4 matins parce que ça ne fonctionne plus. Alors je suis totalement d'accord avec cette philosophie. C'est plus simple à mettre en place quand les personnes sont déjà au courant un petit peu de ce qu'est un développeur et ce qu'est finalement notre quotidien. Il y a des commerciaux dans notre équipe qui pensent effectivement que notre site, c'est un site internet, c'est un projet et c'est tout. Et il y en a d'autres qui voient finalement tout ce qui est le processus derrière ils veulent rajouter, je ne sais pas, une ligne sur un devis, ils ont bien compris que ça devait passer par le PO, qui le traduit en story, qu'on estime, et il y a tout ce processus-là. Mais finalement, ils voient qu'ils nous demandent des trucs qui leur paraissent extrêmement vitaux, sur le coup. On le passe en production, puis ils se rendent compte 3 semaines après qu'en fait, c'était juste un caprice du moment. Et donc, ça recoute, entre guillemets, même si c'est pas coûté, de l'argent à la société d'enlever leur caprice. Donc, il y en a qui ont compris, en tout cas, par cette, finalement, petit effet de petite fonctionnalité, cela. Mais malheureusement, il faut vraiment éduquer les clients et donc les demandeurs en amont, de leur expliquer que ça... Ce qu'on fait, c'est pas juste un projet, ça va leur permettre de faire du business, ça va leur permettre de prospecter, ça va leur permettre de vendre, ça va leur permettre de communiquer finalement, et ils doivent être également autant investis que nous. Par exemple, une faille de sécurité, si votre client il a mis Toto, vous avez beau avoir activé les mises à jour de sécurité de WordPress, son admin elle aurait été protégée par Toto ou admin, on n'y peut rien en fait, c'est pas de la responsabilité du développeur. Mais lui, il va vous appeler, il va vous dire ça marche plus, c'est de ta faute. Non, c'est parce que toi tu t'es pas intéressé à ton produit finalement. Donc c'est toute cette difficulté-là. Et en donnant des confs, par exemple, moi sur ce sujet-là, à chaque fois, je demande s'il n'y a pas des non-développeurs dans la salle pour qu'ils apprennent des petits trucs et qu'ils voient finalement qu'on ne pisse pas juste une ligne de code et qu'on a une démarche pour la maintenir, cette ligne de code.